Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du mercredi 24 juin. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Alain Carignon en manifestation ce mardi. Le leader du collectif de la société civile a organisé un rassemblement devant le bâtiment en ruine de l'Institut de géographie alpine. L'occasion de revenir sur ce sujet épineux qui traîne depuis plusieurs années. Les explications de Loïc Cognet. Le décor aurait tout de la carte postale idéale. Le téléphérique de la Bastille, ses bulles et cette montagne dans la ville font de cet endroit un lieu où il fait bon vivre. Problème, voilà 15 ans que le panorama est gâché par 2 bâtiments laissés à l'abandon et en ruine. Devenue depuis résidence principale des squatteurs et des graffeurs, la question de l'Institut Dolomieu a quant à elle trouvé récemment un début de réponse. Le bâtiment, racheté aux enchères en 2016, doit devenir sous la houlette du promoteur marseillais Axis, une résidence d'hébergement, ainsi qu'un espace de coworking avec notamment un bar et un restaurant. Mais quid de l'IGA, racheté en 2012 et toujours en l'état? Pour l'instant, aucun projet n'est à l'ordre du jour et à l'heure de voter lors du second tour des élections municipales de la ville, la question fait rage auprès des différents candidats. Pour l'IGA, le promoteur a un projet et donc si ce projet nous va, nous l'accompagnerons comme l'avons fait pour Dolomieu. S'il ne nous va pas, nous pourrons agir comme nous l'avons fait par exemple sur le site de la CCI. L'IGA n'a pas été en vente sur Le Bon Coin, c'est une fake news, l'annonce est réelle mais c'est une fausse annonce, ce n'est pas le propriétaire qui a mis l'annonce. Donc c'est encore un coup de Carignon pour créer du buzz à partir de fausses nouvelles. Du côté d'Alain Carignon, maire de Grenoble de 1983 à 1995 et candidat de la société civile, arrivé deuxième à l'issue du premier tour, l'idée n'est certainement pas à la réhabilitation. Je préempte immédiatement ce bâtiment, je le démolis et je fais gagner à Grenoble 2,3 hectares d'espace vert supplémentaires pour commencer la lutte contre la bétonisation de Grenoble et pour que Grenoble respire. Et la Bastille, c'est la montagne magique. C'est la montagne de la biodiversité qui doit appartenir à tous les Grenoblois. Je suis favorable à l'acquisition de l'autre également. Pour moi, la Bastille, ça ne doit pas être urbanisé, ça ne doit pas être construit. Il ne doit pas y avoir des résidences et des habitants qui vont devoir monter en voiture. Il faut que la Bastille, ce soit sanctuarisé. Enfin, pour Émilie Chalas, la candidate En Marche, et Olivier Noblecourt, là aussi, il y a divergence d'opinion entre remettre en état les bâtiments ou faire de la Bastille un espace naturel. On voit qu'aujourd'hui, on a une logique soit de vente à la découpe, soit une logique de coup par coup. Ce que propose Alain Carignon est ni plus ni moins que de la démagogie. Dire qu'il faut préempter et raser, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que quand on a le privilège dans une ville comme la nôtre d'avoir un lieu de nature aussi exceptionnel que le site de la Bastille, il faut sortir un petit peu de la vision grenobloise auto-centrée. Il faut aller prendre des idées ailleurs. Donc pour nous, c'est l'inverse un petit peu de ce qui est proposé par certains, c'est-à-dire on rase gratis et on croit que demain, en quelques mois ou en quelques années, on peut tout démolir. Sur les 2 bars, c'est-à-dire celle de l'IGA et la seconde, un peu plus loin, les 2 bars tagués et abandonnés, de faire ici du logement, mais du logement haut de gamme. D'abord parce qu'on manque de logement haut de gamme à Grenoble, ça c'est le besoin. Ensuite parce que sur ce site, et ça c'est lié à la spécificité du site, on ne peut pas avoir beaucoup de voitures qui montent, etc. Donc il faut des grands logements pour éviter la multiplication des voitures. Et enfin parce que l'équilibre économique de la réhabilitation de ce site, tant sur la voirie que sur les réseaux d'eau, assainissement, etc. et la réhabilitation tout court de ces 2 immenses bâtiments, va nécessiter de l'argent. Donc pour les 3 raisons dont je vous parlais tout à l'heure, on a besoin d'avoir ici du haut standing. Quoi qu'il en soit, si la question de l'IGA ne se réglera pas dès la fin du 2e tour et l'élection du nouveau maire, ce dossier constituera à n'en pas douter l'un des points forts du prochain mandat à venir. Garde à vue pour le président du comité départemental de la Fédération française de sauvetage et de secourisme. L'homme a été mis en examen ce mercredi pour des faits de viol par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, commis entre 2008 et 2012 sur 2 jeunes femmes ayant déposé plainte en début d'année 2019. D'après les informations de Céline Nénani, procureure adjointe, il a été placé sous contrôle judiciaire sur réquisition conforme du parquet, avec notamment l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et l'interdiction d'exercer toute activité en lien avec le secourisme ou impliquant un contact avec les mineurs. Le soixantenaire sera entendu ultérieurement par le juge d'instruction sur le fond du dossier ainsi que sur les plaignantes.
Ça aurait pu être le casse du siècle, mais non. Il est 4 heures ce mercredi matin à La Tronche lorsque des malfaiteurs tentent d'entrer par effraction dans le bureau de tabac au 145 Grande Rue en envoyant une voiture bélier contre la devanture. L'alarme se déclenche, de la fumée se répand dans le magasin et pas de chance pour eux. Les voleurs repartent penauds et surtout les mains vides, mais ils réussissent à prendre la fuite. D'importants dégâts matériels ont été causés. En revanche, aucun blessé n'est à déplorer. Le plus grand événement mondial de vol libre est annulé. Pour en parler, nous sommes en ligne avec la directrice administrative de la Coupe Icare. Bonjour Sylvaine Chatin. Bonjour. Alors, à l'heure où la vie reprend, où les événements se maintiennent de plus en plus, surprise, la 47e Coupe Icare est annulée pour le grand public. C'est une décision assez inattendue, d'autant plus que tout se déroule en extérieur. Pourquoi ce choix ? C'est vrai que c'est pour nous, les organisateurs, un vrai déchirement de prendre cette décision. Mais on a estimé qu'il y avait encore trop d'incertitudes sur le mois de septembre pour pouvoir engager une manifestation d'une telle ampleur. On n'a pas de vision sur la situation sanitaire du mois de septembre, ni sur les consignes des autorités. L'idée était aussi de ne pas faire prendre de risques à la population locale et à tous nos bénévoles, ainsi que tous les partenaires de l'événement. Le choix de réduire l'événement, c'était vraiment un choix de pouvoir se dire, si on veut faire un événement, il faut qu'on réduise l'ampleur pour mettre toutes les chances de notre côté. Et puis il y a aussi des raisons économiques. Nous, à l'organisation de la Coupe Icare, au-delà de 3 mois, on peut plus organiser l'événement dans de bonnes conditions. C'est un événement d'une grande ampleur. Donc il a fallu un moment qu'on prenne une décision aussi du point de vue économique pour pouvoir avancer avec nos prestataires et dans l'organisation. Alors, si on comprend bien, la décision est prise, aucun retour en arrière possible. Si quelqu'un peut nous garantir à 100% qu'on aura toutes les autorisations et qu'on prendra absolument aucun risque sanitaire pour toutes les personnes sur place, on veut bien signer, mais on sait très bien que c'est impossible. Alors, la Coupe Icare, c'est un des gros temps forts de la région. Heureusement, si l'événement ne va pas se dérouler sous les yeux du grand public, il sera en quelque sorte à huis clos, avec uniquement les professionnels, sur 4 journées. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, donc on va organiser un événement sur 4 journées, du jeudi 17 septembre au dimanche 20 septembre, à destination des pilotes et des professionnels. Donc il y aura un salon international des exposants, avec du test de matériel pour les pratiquants de parapente et de delta. Et puis on aura un salon international du film de vol libre, avec des projections en soirée sur le site de Saint-Hilaire, avec des montgolfières qu'on garde quand même sur le site de Limbin. Alors on espère quand même que vous donnerez rendez-vous au grand public pour l'année prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sylvaine Chatin. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Pas besoin de chercher très loin pour faire du tourisme. Le domaine de Visil est l'un des lieux remarquables de notre département et fait partie des plus visités également. Pour vous offrir une visite mémorable à chaque fois, il y a bien évidemment des petites mains derrière ces jardins. Reportage avec Mathias Araez. Visil, sa révolution française, son château, mais surtout son domaine et ses jardins. Ici, pas question de parler de confinement, mais de nature et de grands espaces. Entretenir les 100 hectares du domaine, propriété du conseil départemental, est une tâche ardue 365 jours par an. Et quand les journées se rallongent, que le soleil est lourd et le parc garni, la charge reste la même. Une période de printemps, début d'été, période de travail surtout dans la roseraie, où on effectue des tailles de taupières. Les taupières, c'est les ifs que vous voyez taillés en cône. Pourquoi taupière ? Le nom taupière, c'est une façon de tailler les arbres et les arbustes de façon un peu originale et structurée. Donc on est rentré dans cette période un peu intense de travail et où il y a une technicité assez importante. Puisque tout le travail se fait à la main, au cordeau et avec des gabarits, quoi. Donc il faut vraiment du personnel, qualifié et minutieux, je vais dire. Au total, ce sont 10 paires de mains vertes, mais en or, qui prennent soin de ces jardins. Parfois à l'anglaise, parfois à la française, mais toujours remarquables, comme le rappelle le label décerné au lieu. Avec son espace champêtre et sa réserve animalière, le domaine reste l'un des endroits préférés des visiteurs de la région.
Pour maintenir ce niveau d'excellence, il faut avoir une certaine sensibilité envers la nature, comme l'affection que porte Hervé à ses buis, par exemple. C'est une observation, je vais dire, presque journalière, où tous les jours, moi, je passe dans le parc, je regarde les buis, l'état des buis. Si je vois la moindre chenille, je mets en place un traitement à base de bacilles de thuriinge pour éradiquer ces petites chenilles, donc pour pas qu'elles viennent papillons et que le cycle continue. Ouvert tous les jours de l'année, la prochaine fois, au détour d'une balade, n'hésitez pas à échanger avec ces passionnés qui font de vos passages dans le parc un moment d'exception. Les travaux entrepris sur le parvis du château devraient, eux, être terminés à une date pleine de sens, le 14 juillet. Cette semaine, Voyons voir vous propose un numéro consacré aux bois de Chartreuse. Entre Grenoble, Chambéry et Voiron, le territoire de Chartreuse est un îlot vert composé de montagnes, de vallées, de gorges et qui abrite plus de 40 000 hectares de forêt gérés par les hommes depuis des générations. Voici un petit avant-goût de cette émission avec le reportage Vie ma vie de bûcheron par Olivier Escalonf. La forêt occupe un tiers du territoire de l'Isère, une ressource précieuse qui permet d'alimenter les secteurs de l'énergie et de la construction. En Chartreuse, la filière bois fait travailler 350 personnes, dont une vingtaine de bûcherons et d'élagueurs, souvent au contact des randonneurs. Pour faire connaître leur métier au grand public, le parc naturel régional organise des matinées Vie ma vie de bûcheron. On a constaté sur des sites en Chartreuse où il y a beaucoup de fréquentation qu'il pouvait y avoir des problèmes de cohabitation, on va dire, entre des gens qui viennent faire de la randonnée, s'amuser, faire du loisir, et les professionnels de la forêt. Et donc l'idée c'était plutôt que d'être dans le conflit, d'amener du dialogue et d'expliquer un peu le travail des professionnels, donc des bûcherons, des débardeurs. En présence des acteurs de la filière bois, le visiteur découvre les nombreuses facettes de l'exploitation forestière. Quels arbres sont coupés et pourquoi? Quelles techniques sont employées par le bûcheron, puis par le débardeur qui s'occupe de déplacer les troncs une fois mis à terre? À l'ombre d'un grand chêne, rien ne pousse, mais c'est pareil sous un épicéa ou un sapin, d'où l'intérêt de couper certains spécimens pour permettre à la forêt de se renouveler. Des explications bénéfiques face à un public parfois choqué de voir des arbres abattus. Il faut faire comprendre aux gens que de couper un arbre, c'est pas massacrer une forêt en fait, au contraire c'est l'entretenir. Donc oui, forcément on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc forcément il y a des moments on est obligé de casser ou on est obligé de laisser les branches, parce que même si c'est un peu sale aujourd'hui, dans 3-4 ans, ça va faire de l'humus, ça va se tasser et ça va être bénéfique pour la forêt. Ces matinées sont aussi l'occasion de prévenir quelques mauvaises habitudes du public. Ceci n'est pas un sentier de randonnée, c'est d'abord une piste d'exploitation forestière. Ceci n'est pas un parking, mais un chargeoir, c'est-à-dire une aire de stockage de bois. S'y garer peut lourdement handicaper le travail du débardeur. Une fois ces quelques indications assimilées, bûcherons et randonneurs pourront partager en paix leur amour de la forêt. L'émission Voyons voir consacrée aux bois de Chartreuse est à retrouver ce jeudi à 20h45 sur notre antenne. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.